Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers congressistes, dans 7 jours exactement, nous serons le 31 août 2022. Hier, nous avons eu une minute de silence pour ces Gabonais qui ont été injustement mis en prison pour leur liberté d'action. Je voudrais qu'aujourd'hui, en prélude à la commémoration de la journée des martyrs, nous observons une minute de silence pour tous ceux qui sont tombés le 31 août, mais également en 2009 et à toutes les autres élections présidentielles. Je vous remercie. Avant tout, je voudrais, au nom du mouvement souverainiste anti-français africain et néo-panafricaniste que je représente, le New Power, dont je suis le responsable général, vous adresser toutes nos chaleureuses salutations et fraternelles. Je voudrais également remercier les initiateurs de ce forum qui nous donnent la possibilité d'échanger sur le destin et le devenir de notre pays, le Gabon. Lorsque M. Georges Paga m'a demandé de participer à ces assises, je ne pouvais pas refuser pour 2 raisons. La première, personnelle, Georges Paga est un ami, un frère, et qui s'est beaucoup mobilisé pour me faire sortir de prison quand j'ai été injustement incarcéré pour avoir, certes,
interrompu la circulation pendant 10 minutes, mais ça m'a permis de livrer un discours réquisitoire de la politique africaine de la France aux abords de l'ambassade de France. Je vais ici lui témoigner ma gratitude et au-delà de Georges Paga, toutes les personnes qui sont mobilisées pour que je sois libre et que je puisse prendre part à ces assises. La deuxième raison est républicaine. Je soutiens totalement le combat du président du ROLBG qui s'inscrit dans le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, qui se bat contre la corruption dans notre pays, pour la transparence électorale, thématique qui nous réunit aujourd'hui. La dernière fois que j'ai participé à des assises de la société civile, c'était il y a 7 ans, en 2015, un an avant l'élection de 2016. Cette société civile s'était fixé 2 objectifs. Le premier, peser sur l'élection présidentielle et dégager une candidature consensuelle et unique. On peut dire que sur ce chapitre, ces assises ont eu raison, car M. Ping a pu être le candidat unique, consensuel, et a même gagné cette élection. Mais sur le deuxième objectif, qui consistait à faire respecter le verdict des urnes, il faut bien reconnaître qu'une imposture s'est imposée dans un coup d'État militaro-électoral et n'a pas permis que le deuxième objectif soit atteint. Nous espérons que ces assises sur lesquelles nous sommes en train de travailler permettront de vaincre le signe indien et d'atteindre l'objectif qui n'a pas été en 2016. Nous sommes réunis aujourd'hui un peu comme le médecin au chevet du patient Gabon. Car le Gabon est un grand malade, un malade qui ne s'ignore pas, puisque ses fils ici rassemblés veulent trouver la thérapie pour le guérir de sa maladie. Mais les médecins qui sont dans ces salles ne vont pas me contredire, car dans la pratique médicale, il est question d'abord de consulter le patient et de dégager le diagnostic. Diagnostic qui permettra ensuite d'établir l'ordonnance, c'est-à-dire le traitement, la thérapie que l'on va appliquer pour guérir le malade. Est-ce que tous ici rassemblés, nous faisons le même diagnostic par rapport à la maladie de notre pays? De ce que j'ai pu entendre depuis hier, le diagnostic porte sur le mal qui serait incarné par le système aujourd'hui Bongo Ali Valentin PDG. C'est ce qui ressort de la plupart des interventions que j'ai écoutées. D'autres avant nous ont fait le même diagnostic. À l'époque, c'était le système Bongo Omar PDG. Et là, nous sommes en 1967 à 2009. Et avant 1967, d'autres opposants ont fait le même diagnostic. À l'époque, c'était le système Léomba BDG. En 62 ans, les différentes générations qui sont succédées ont porté le même diagnostic et ont mis en place une thérapie, mais pourtant, la maladie s'est empirée. On peut poursuivre la même thérapie, encore 60 ans, pourquoi pas 100 ans, 150 ans, si le diagnostic n'est pas bon, ou s'il est incomplet. Eh bien, comme l'a répété Marcel Diabio, nous aurons le même résultat. Alors, aujourd'hui, je vais vous interpeller
sur la possibilité de remettre en cause ce diagnostic et peut-être d'envisager un tout autre diagnostic, plus global. Oui, il y a peut-être un autre diagnostic qu'il faut faire désormais si nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs. Au New Power, quand nous nous sommes posés sur la question de manière scientifique, nous avons estimé qu'il était important de partir à la racine du mal. Et nous sommes partis loin dans l'histoire. Nous sommes partis au XVe siècle, quand déjà les Français sur notre terre pratiquaient l'esclavage. 3 siècles. Et après l'abolition de l'esclavage, nous avons vu que pendant 150 ans, la France a pratiqué la colonisation. Et aujourd'hui, depuis 1960, la France pratique la néocolonisation. Et nous en sommes malheureusement les acteurs. Certes, les formes ont bien changé. Avant, elles étaient abjectes, brutales, rudes, ignominieuses. Aujourd'hui, elles sont plus subtiles. Elles sont plus humaines. Mais le fond n'a pas changé. Il reste celui de la spoliation des peuples et la prédation de nos immenses richesses. Car, comme vous le savez, le Gabon est un des pays les plus riches de la Terre, si on s'en tient à son PNB par habitant. Et ce fonds dont je vous parle, il est inscrit dans les accords secrets de coopération que nous avons eu le devoir de lire. Et j'invite ceux qui veulent en avoir copie de se rapprocher de moi, ou alors je le verserai à la table du secrétariat de ce congrès. Il y a dans ces accords de coopération 8 chapitres. Un chapitre sur les accords particuliers politiques, un chapitre sur la monnaie, les finances, l'économie, un chapitre sur la défense, la sécurité, un chapitre sur l'aviation civile, sur la marine marchande, sur la défense et sécurité, avec 3 annexes, et un chapitre sur l'enseignement supérieur, pour contrôler l'élite politique du Gabon. Et naturellement, il y a une convention d'établissement pour s'assurer que ces accords seront appliqués. Je veux de mémoire vous citer 2 articles qui expliquent à quel moment ce mal a été inscrit dans les accords secrets de coopération. Ces 2 articles sont les tout premiers des accords. Ce sont les accords particuliers, politiques. Article 1. La République gabonaise est membre de la communauté française. La communauté française, comme vous le savez, qui a été acceptée par référendum en 1958. Article 2, le plus important. La République gabonaise reconnaît que le président de fait de cette communauté est le président de la République française. C'est écrit. C'est écrit. Ça a quelles conséquences du point de vue politique? Mais que le chef du Gabon, le vrai chef du Gabon, se trouve à l'Élysée. C'est cela que ça veut dire, en lecture simple. En d'autres termes, les décisions les plus importantes qui engagent notre pays, notre nation, ne sont pas prises au palais de bord de mer. Ces décisions sont prises à l'Élysée. Alors, il est clair que si ceux qui sont au palais de bord de mer ne prennent aucune décision, ce ne sont que des marionnettes. Des marionnettes. D'abord Léomba, qui a subi la fougue des opposants de son époque. Puis, quand Léomba a été écarté par le décès, il fut remplacé par Omar Bongo, qui lui aussi a subi les foudres de ces mêmes opposants. Et quand Omar Bongo nous a quittés en 2009, remplacé par Ali Bongo, ce dernier a été également attaqué par ses opposants que nous sommes. Et peut-être que le prochain, les opposants que nous sommes vont encore s'atteler à l'attaquer. À ce jeu où nous nous attaquons seulement à la marionnette, nous pouvons encore durer très longtemps. Donc, j'invite les congressistes à certes regarder la marionnette, mais à regarder au-dessus des ficelles. Et au-dessus des ficelles, le marionnettiste qui
les actionne. Ce diagnostic que nous faisons aujourd'hui au Gabon, le Gabon aussi l'a fait bien avant, n'a pas été très écouté. Mais au Cameroun voisin, le président Badakani le fait. Madame Nathalie Yamb le fait. Monsieur Namsi Franklin le fait. Kémy Seba au Bénin le fait. Amina Fofana le fait. La plupart des Africains qui vivent sous le joug néocolonial français ont compris qu'en réalité, ce n'est pas isolé dans nos enclos coloniaux, fragilisés, nous allons réussir 2 minutes. le challenge que nous voulons réaliser. Alors, je pense que dans le travail qui est élaboré aujourd'hui, il faudrait un protocole qui, c'est vrai, soit dirigé vers la marionnette. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment et je m'en réjouis. J'entends participer, notamment sur les aspects technologiques, car je suis un informaticien et j'ai eu déjà à faire ce travail quand j'étais le président de la commission scrutin lors de l'élection présidentielle dans l'état-major de campagne de M. Jean Ping. C'est nous qui avons mis en place la plateforme qui a permis donc de retenir au fil de l'eau les différents résultats provisoires. Donc je peux apporter mon expertise et mon expérience. Mais il faut un second volet qui me semble être fondamental. Sinon nous risquons de passer à côté. Il faut avoir un volet qui soit dirigé vers le marionnettiste. 57 secondes. Je vais prendre les 5 secondes de M. Chambrier. Non, je ne parlais pas une minute de mon frère. Donc, vraiment, je veux mettre l'accent sur cet aspect que souvent on leur laisse passer. Il ne suffira pas, en 2023, de déstabiliser ou de faire tomber la marionnette. Il suffira aussi de neutraliser le marionnettiste en coupant les ficelles avec lesquelles il actionne la marionnette. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le message que je voulais transmettre à cette auguste assemblée. Je vous remercie. Merci, Président. Il vous reste encore 10 secondes.